paroles que je prononce comme roi des Belges sont pour vous rappeler avec force. Le temps s'arrête le 16 juillet 1951, quand le roi Léopold III abdique en faveur de son fils Baudouin. C'est la fin de la question royale. La Belgique s'apaise. De vous grouper avec ferveur autour de mon fils, le roi Baudouin. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir au moment où la Belgique est propulsée dans un autre temps. Nous entrons dans les années 50-70, une époque formidable. On vit à 100 à l'heure. 10, 9, 8. À 100 à l'heure, je vous le dis. Comme ce 31 octobre 1953. Sur le coup de 20h30, au studio 5 de la place Flagey à Bruxelles, une poignée d'illuminés se lance dans une folle aventure. La télévision. Oh, vous imaginez le stress? La première émission, c'est le journal télévisé français. Nous, on n'en a pas encore de JT. Alors, on diffuse celui de Paris. 2 heures d'émission pour quelques centaines de téléspectateurs complètement baba devant cette petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Après le journal, un programme de variété. Si je t'aimais pas, je n'aurais jamais aimé. Pour moi, la télévision est l'invention la plus importante depuis la découverte de la roue. Et ça va rouler du tonnerre, Jacques, tu avais raison. Mais en attendant, restons modestes, comme notre première speakerine. Il n'y avait pas d'impact de l'image puisque personne ne regardait. On ne pensait pas à ça. Pour aller regarder une émission de télévision, il fallait aller regarder la vitrine de l'innovation ou la vitrine d'un marchand de poste. Alors on pouvait derrière la vitrine regarder, ou des gens qui vous invitaient. Je sais pas, je dis qu'il y avait 2000 postes, même pas ça, je pense qu'il y avait 500, 600, 800 postes de télévision les jours où on a commencé. Il fallait vraiment être invité pour voir quelque chose. L'INR, c'est la télévision belge. Elle émet 6 jours sur 7. Et puis, très vite, grâce à l'Eurovision, une grande première européenne. En direct depuis Londres, s'il vous plaît. La retransmission du couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre en 1954. Mais nous n'avons toujours pas de journal télévisé 3 ans après la première émission. Ça va pas, ça. On en a assez, nous, d'avaler les infos de Paris. Allez au boulot, hein. Cigarette au bec. Les journalistes de la première rédaction sont dans leurs meubles. Ça y est, notre JT voit le jour en 1956. Regardez bien ces images qui vont suivre. Un avion balance les bobines des reportages sur la plaine des manœuvres à Bruxelles. On les récupère, on les développe, on les monte et hop, à l'antenne. Une expérience complètement folle. La télé ne reculait devant rien pour nous montrer le plus vite possible les images des grandes courses cyclistes comme Paris-Roubaix ou Paris-Bruxelles. La télé et le sport, un couple d'enfer. Les caméras sont entrées dans les stades, sont allées sur les circuits automobiles, sont allées sur les pistes d'athlétisme, sont allées dans les courses cyclistes. Les gens ont découvert un monde différent, un monde qu'on racontait jusqu'à ce moment-là dans les journaux. Il y avait des articles, il y avait des résultats, mais on ne voyait pas comment ça se passait. C'était l'avènement du direct, des grands matchs, des grands meetings d'athlétisme, des matchs de basketball, du tennis. Donc ce sont les caméras qui ont fait découvrir à un public, à un nouveau public, et notamment aux jeunes, à quel point le sport était beau, à quel point il pouvait déchaîner les passions et donner du suspense. L'engouement des Belges pour la nouveauté ne se dément pas. Dans les salons de l'électroménager, on découvre qu'il suffit de pousser sur un bouton pour faire cuire le rôti du dimanche ou pour laver plus blanc que blanc. Oh, la femme va enfin se libérer. Ben tiens, après les privations de la guerre, on plonge dans l'ivresse du progrès. Le mot-clé, c'est la consommation de masse. Il en faut pour tout le monde. L'énergie est éternelle, il pleut du pétrole.
Et les voitures, oh les voitures, les déesses françaises sont belles comme des rêves américains. Et tout ça en musique. Les premiers transistors parlent anglais à la sauce américaine. On ne comprend pas toujours les paroles, mais ça ne fait rien. Le rock inonde les radios. Les jeunes adorent cette musique qui leur colle à la peau. Le rock devient un phénomène de société. Il fascine les jeunes et terrorise les parents. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around. And upon the show tomorrow we'll hurry high. Quand Elvis se déhanche, les filles s'évanouissent et papa et maman restent sans voix. Elvis Presley, une légende. Et le rock, une musique qui libère. Comme j'étais extrêmement brillant chez les bons pères, on m'a envoyé en pension à Tournai où je ne rentrais chez moi que tous les 6 semaines. J'étais dans une alcôve, il n'y avait même pas de chambrette, c'était une alcôve avec un rideau. Mais heureusement, avec la complicité d'amis qui étaient à l'extérieur, si je puis dire, je parle comme si j'avais été en prison, mais c'était pas loin, j'avais reçu dans une boîte de cigares un poste à galène. Et là, j'ai découvert, pour moi, ça a été la révélation. C'est d'ailleurs à la suite de ça que j'ai acheté ma première guitare et que j'ai joué dans un orchestre. Ma première, vraiment la révélation dans le poste à galène, bien caché, pour que les pions ne me prennent pas. Et j'ai écouté les radios pirates anglaises, c'est-à-dire Caroline, il y en avait d'autres, il y avait Veronica du côté hollandais. Et alors, on a découvert véritablement le rock'n'roll. Et donc, c'est l'époque où les jeunes prennent conscience de leur propre musique, c'est plus même Brassens, ils ont leur propre musique, et la sortie du 45 tours et tout ça, alors c'est cet départ foudroyant. Oui, oui, j'ai bien connu cette époque complètement folle. Et je peux vous assurer que les 45 tours et le petit tourne-disque, eh ben c'était quelque chose. Et pendant ce temps-là, un grand projet gagne du terrain, la construction de l'Europe. Pas facile après la guerre. Il faut bousculer des habitudes et vaincre des préjugés, vous imaginez bien. Mais on va y arriver. En 1950, le Français Robert Schuman propose à 6 pays de mettre en commun leur production d'acier et de charbon. La Belgique est de ceux-là. La communauté européenne du charbon et de l'acier vient de naître. C'est un pas décisif pour la paix. À ce moment-là, je pense que le grand objectif, c'était plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre dans la partie du monde où nous habitons, où nous vivons. Nous en avons connu 2, plus horribles l'une que l'autre, qui ont démoli économiquement nos pays et qui ont mis en danger la démocratie et la liberté. Donc plus jamais ça, avec comme fondement des valeurs la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et tout ce qui nous paraît tellement normal aujourd'hui. Permettre une libre circulation des personnes et des biens, rassembler les pays d'Europe dans une grande communauté. Voilà la solution pour maintenir une paix durable et en finir une bonne fois pour toutes avec les volontés de domination. Un rêve de solidarité démocratique. Avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, le Luxembourg, la Belgique y croit fermement. Paul-Henri Spaak représente notre pays. Il sait que les industriels belges redoutent la concurrence. Spaak va forcer le destin. Mais il faudra encore beaucoup de persévérance pour qu'en 1957, le traité de Rome soit signé. Il jette les bases de l'Union actuelle. Les débuts ont été très très difficiles.
Et je me rappelle, dans les années 50, quand on a fait la communauté européenne, l'économique européenne, les entreprises étaient très inquiètes en disant nous n'arriverons jamais à tenir le coup dans un ensemble où il y a la France, il y a l'Italie, nos entreprises ne sont pas prêtes. Un peu le même réflexe que vis-à-vis de l'élargissement aujourd'hui. Et mon père a dû être extrêmement ferme. Et on raconte toujours l'anecdote que je trouve tellement amusante, c'est qu'à un moment donné, le Premier ministre Van Acker était tellement assailli par les lobbies des entreprises qu'il a dit à mon père, écoutez, on arrête tout. Et il a dit, mon père lui a répondu, c'est trop triste, mais j'ai déjà signé. En Belgique, cette réussite économique sera ternie par une terrible catastrophe. Nous sommes le 8 août 1956, au charbonnage du bois du Casier, à Marcinelle, près de Charleroi. 8h15, au charbonnage de Marcinelle. La tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs s'est déclaré à l'étage 765 du puits du Casier des charbonnages d'Amercœur. Déjà, les premiers secours s'organisent. Les familles des mineurs se sont précipitées devant les grilles du charbonnage. Il y a le feu au Casier. Le feu, l'ennemi mortel du mineur. Quand les sauveteurs descendent, la foule retient son souffle. Les premières civières apparaissent. On a compris. Un long décompte macabre vient de commencer. Parfois, et c'est inespéré, l'un ou l'autre survivant. Tutti cadaveri. Nous n'avons retrouvé que des cadavres, dit un sauveteur italien en revenant de l'enfer. Les journalistes annoncent le drame à un pays atterré. Le roi Baudouin se rend à Marcinelle pendant les opérations de sauvetage. On lui apprend que tout espoir est perdu. Il n'y a plus aucun mineur vivant au fond des puits. La chaleur dégagée par l'incendie a fait fondre les structures de métal, les câbles, les engrenages. Ces photos, nous les devons à Désiré Deleuze, un photographe professionnel. Il est descendu dans les galeries à la demande des autorités du charbonnage. Il connaît bien le Casier. Il y a perdu des amis. Les ingénieurs sont venus à moi, les ingénieurs de l'administration des mines, qui m'ont demandé si j'étais bien d'accord de descendre. J'ai dit oui, mon Dieu, c'était mon devoir aussi. Et alors mon impression, c'est d'avoir vu les premiers sauveteurs remonter du puits où je descendais. Alors je me suis dit quand même, il fait triste ici. 262 morts, 15 survivants. Quelques jours après la plus grande catastrophe minière de Wallonie, on enterre les premières victimes à Marcinelle. La Belgique est en deuil. La Belgique et l'Italie. 136 mineurs italiens ont perdu la vie au Casier. Ce drame mettra fin à l'émigration officielle des Italiens en Belgique. L'enquête sur les causes de l'incendie conclura à une erreur humaine. La sécurité des charbonnages sera renforcée, mais le Casier fermera définitivement en 1961. Dans les années 50, la vie quotidienne des Belges est encore marquée par les privations de l'après-guerre. Beaucoup de Belges se débrouillent comme ils peuvent. Sur les marchés, il n'est pas rare de rencontrer des personnes âgées qui arrondissent leur petite pension en vendant des fruits, des légumes ou des fleurs pour le compte des commerçants. Le pays est dans l'attente d'une nouvelle impulsion économique et d'une nouvelle image. Et pour ce qui est de la nouvelle image de la Belgique, on va faire très fort avec l'exposition universelle de 1958. Du jamais vu. Sur le site du Heysel, 200 hectares consacrés aux progrès technologiques les plus révolutionnaires. 40 millions de personnes visiteront l'Expo 58. Mais c'est un événement considérable dont le retentissement est mondial. Beaucoup de Belges y viendront à plusieurs reprises. On s'y déplace en petit train ou en téléphérique, direction l'Atomium.
Imaginé par André Waterkane, l'atomium représente une molécule de fer géante. C'est l'attraction numéro 1 d'une exposition qui nous apporte le monde sur un plateau. C'était la première fois que les gens se rendaient compte que le monde entier existait. Que la Thaïlande, il faut bien vous dire qu'on n'était pas du tout, on avait eu la guerre, etc. Bon, c'était fini, mais 10 ans après, on en parlait encore, il y a eu la guerre de Corée. Mais là, on se rendait compte que le monde, il y avait la Thaïlande, le Mexique, tiens le Mexique, oui. Ah, les Russes à côté des Américains. Donc il y avait absolument, on pouvait rencontrer le monde entier. Maintenant, les expositions internationales n'ont plus aucun succès. Mais parce qu'il n'y a pas de raison. On prend l'avion et on y va. L'Expo 58, c'est le lieu à la mode. On a l'air idiot si on n'y a pas mis les pieds. Les personnalités et les vedettes du moment s'y donnent rendez-vous, comme Grace de Monaco, Sophia Loren, Jean Marais ou Fernandel. La télévision décolle en direct avec ses clichés d'époque. Savoureux. Alors vous êtes prêts? Vous êtes prêts à nous suivre et à découvrir l'Amérique? À découvrir le pays, ses habitants, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils aiment? Oui? Bon, allons-y. Et d'abord, nous voici devant un magasin extrêmement important dans la vie américaine. Il s'agit de l'épicerie. C'est là qu'on peut trouver les différents produits courants employés dans un ménage américain, et notamment ces fameuses céréales que l'on mange le matin, abondamment arrosées de lait. Ce lait qui donne à nos amis d'outre-Atlantique ce teint rosé de grands enfants que nous leur connaissons. Tous les jours, on avait un magazine de 1h30, une fois à 3h, une fois un peu plus tard, ça dépendait, on changeait avec les Flamands. Et là, c'était très passionnant parce qu'on rencontrait... D'abord, on était gênés par rien de ce qui était les bureaux, les obligations habituelles qu'on peut avoir quand on travaille en société. Et là, c'est formidable. On ne savait pas ce qu'on allait faire dans l'après-midi. On courait dans enfin, on faisait de la télévision. Et je crois que c'est là que les gens se sont rendus compte pour la première fois que la télévision, c'était du direct. Avant ça, c'était des images. Et le direct, ça ne se contrôle pas toujours. Et en avant pour le premier bêtisier. Je vous jure, ça vaut le coup d'œil. Bon, écoutez, je crois que je vais annoncer. C'est un numéro que nous avons mis au point. Que nous avons mis au point très soigneusement la chèvre Mitty et moi. Et si vous voulez des renseignements, sérieux, eh bien, je crois que je vais vous conduire à Gérard Malin, qui se trouve là-dessus, sur son bar. Quant à moi, je vais m'arranger avec Mitty et lui dire qu'on doit être plus sage d'autrefois. Tout va donc très bien. Le pays retrouve des couleurs. On a le moral. L'Expo 58 a mis la Belgique sur orbite. De nouveaux projets industriels et politiques se préparent. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'un beau jour, on nous apprend qu'un mariage aura bientôt lieu au palais? C'est l'effervescence. Bien entendu, la télévision, qui n'en rate plus une, retransmet l'événement. Tout le monde ne dispose pas encore, loin s'en faut, d'un poste de TV. Les gens s'arrêtent devant la vitrine des magasins pour regarder et admirer le mariage du prince Albert et de la princesse Paola. Ce 2 juillet 1959, en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. Quelle émotion! Je vous donne à vous, Albert de Belgique, prince de Liège. Que je tiens ici par la main. Que je tiens ici par la main. Ma foi de mariage. Ma foi de mariage. Et je vous prends pour mon légitime époux. Et je vous prends pour mon légitime époux. Devant Dieu et sa sainte Église. Et le roi Baudouin, toujours pas marié, lui. C'est vrai que les premières années de son règne sont difficiles. Baudouin est devenu roi à 21 ans. Il n'a pas eu le temps de dire ouf. Et si vous me permettez l'expression, ça lui est tombé dessus comme une drache nationale. Mais cet homme-là prend ses responsabilités au sérieux. Baudouin, c'est un homme attentif, discret, grave. La fonction royale est toute sa vie. Les commentateurs politiques se demandent même parfois s'il trouvera un jour le temps de tomber amoureux. Le roi est seul, désespérément seul. Les journaux s'en inquiètent, le peuple aussi.
Mais tout arrive, comme Fabiola qui atterrit à Bruxelles un soir de 1960. Elle est espagnole, née à Madrid, infirmière de formation. Doña Fabiola de Morra y Arajón est accueillie avec enthousiasme par la Belgique. J'étais vraiment touchée avec l'accueil magnifique et merveilleux qu'on m'a fait en Belgique. J'aime les Belges avec tout mon cœur. Le mariage est donc annoncé et Bruxelles se prépare à vivre un nouvel événement. C'est un conte de fées, un roi qui se marie. La cérémonie sera retransmise en Eurovision. Sur le parcours du cortège, la grande foule sera là, on le sait. Alors il faut que chacun puisse voir. On a tout prévu, tout, même les périscopes à 25 francs. Le mariage de Baudouin et Fabiola est suivi par une foule immense. Pas encore d'écran géant. Mais on entend dire ici et là que, finalement, on voit mieux à la télévision que si on était sur place. Une petite observation franchement banale aujourd'hui, mais qui donne à la télé un pouvoir phénoménal. Le lendemain, c'est devant les caméras que la reine remercie les Belges de l'accueil qu'ils lui ont réservé. Merci pour votre inoubliable accueil. Désormais, mon cœur et ma vie appartiennent non seulement à mon époux, mais à vous tous. Dans les années 1960, on roule très cool au Carrefour Louise. Les bouchons d'aujourd'hui, on ne les connaît pas encore, mais qu'on se rassure, ils vont arriver. C'est l'économie qui donne des signes d'inquiétude. Les grandes entreprises ont engrangé des bénéfices fabuleux, sans pour autant se moderniser. On commence à parler de reconversion pour la Wallonie. Son industrie repose essentiellement sur l'acier, le verre et le charbon. Le charbon, dont l'exploitation, on le sait, va prendre fin. Pas de chimie en Wallonie, pas de technologie de pointe, ou si peu. Les perspectives ne sont pas favorables. Et pour que le tableau soit complet, le budget de l'État connaît un déficit vertigineux. Le gouvernement de Gaston Eyskens décide alors de faire appliquer ce qu'il appelle la loi unique. Un ensemble de mesures de restriction extrêmement sévères. On va se serrer la ceinture jusqu'au dernier cran. Mais cette fameuse loi unique ne passe pas chez les travailleurs. Chez les Wallons surtout, qui estiment être plus durement frappés que les Flamands. Le pays va connaître un mois de grève durant l'hiver 60-61, avec des manifestations presque quotidiennes dans toutes les grandes villes, des manifestations très dures, violentes. Les syndicats se sont mobilisés comme jamais. Toutes les entreprises, ou presque, sont paralysées. La Belgique est en état d'ébullition. La loi unique de Gaston Eyskens est considérée comme une provocation. Il a déposé ce projet de loi unique qui a provoqué une révolte au niveau des travailleurs et surtout au niveau des syndicats, plus forte en Wallonie qu'en Flandre, avec un dirigeant syndical qui a émergé comme un grand tribun, André Renard, y ajoutant d'ailleurs un élément communautaire, en disant je n'accepterai aucune patte flamande à la place Saint-Lambert à Liège. Enfin, c'était très, très enflammé, et c'était quand même une situation extrêmement dangereuse. Malgré les barrages établis par les forces de l'ordre, des groupes de manifestants s'attaquent aux véhicules de la police. Quelques instants plus tard, la gare des Guillemins est saccagée. La colère des travailleurs explose. Il faut trouver la solution. La patate est dans le temps du gouvernement. Quand André Renard sort de l'ombre. André Renard est un syndicaliste liégeois, rassembleur, diplomate, visionnaire. Il met fin à la crise en proposant une réforme de l'État.
Il n'y a pas d'issue en dehors du fédéralisme. Les régions doivent devenir responsables de leur destin. Renard devient, au fil du développement de la grève, le grand leader de cette grève, le grand leader wallon, parce qu'il met en avant justement donc la revendication du fédéralisme et des réformes de structure. Et donc, il incarne pour la classe ouvrière wallonne, qui est dans une phase de grande interrogation, puisqu'on est au moment où le déclin de la Wallonie s'affirme de plus en plus fort. Il représente la source d'espoir, peut-être l'avenir pour cette classe ouvrière wallonne qui rêve d'une autonomie suffisante pour redévelopper son économie et pour augmenter son bien-être. Mais on est belge ou on ne l'est pas. Nous avons cette sorte de sagesse politique qui nous permet de résoudre les problèmes insolubles sans faire trop de casse. Tiens, comme cette question de l'enseignement qui divise. Petite croix et petit rond. Faut-il que les écoles catholiques et les écoles laïques, comme celles de l'État, soient traitées de la même manière? Eh ben oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Entre hommes de bonne volonté, et quelques femmes aussi à l'époque, peu, en politique, on a fait ce pacte historique, qu'on a négocié dans la maison de mes parents, à Louvain, rue d'Amur, et qu'on a signé sur une table que nous avons regardée jalousement pendant quelques temps. Et donc, ça a été un pacte de pacification. Et aujourd'hui, les conditions de travail de nos deux grands réseaux d'enseignement sont, je crois, assez équivalentes, ce qui est une bonne chose. Ce fut un tour de force de la tolérance. C'est Albert Einstein qui a dit un jour « La vie, c'est comme une bicyclette. Si on n'avance pas, on perd l'équilibre. » L'histoire ne nous montre pas autre chose. Et la Belgique, qui a colonisé le Congo depuis Léopold II, va se poser beaucoup de questions du même ordre au début de l'année 1960. L'indépendance du Congo. Oui? Non? Et si oui, quand? Comment? Aïe, aïe. Quelque chose me dit que cette affaire-là ne va pas rouler toute seule. En réalité, on ne veut pas admettre l'idée même de l'indépendance. Les Belges du Congo, encore moins que les autres. La vie est tellement merveilleuse là-bas. L'indépendance, vous n'y pensez pas? Quelle stupidité! Si le Congo est un paradis pour les Belges, pour les Congolais, c'est très différent. Bien entendu, la colonisation a mis en place des écoles, des hôpitaux, des routes et des chemins de fer. Mais le sentiment d'être sous la coupe des Européens est de plus en plus vif. Parfois humilié, obligé de penser dans la culture du patron blanc. Le peuple congolais a compris que la richesse de son immense territoire lui passe sous le nez. Le roi, que les Congolais aiment beaucoup, va tenter de calmer le jeu. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. L'indépendance du Congo est décidée. Dans l'esprit de beaucoup de Belges, il ne faut pas qu'elle change les choses en profondeur. Des réunions dites de table ronde vont définir les structures politiques et économiques du pays. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Tout a été plus vite qu'on n'imaginait, un peu comme s'il ne s'agissait que d'une décision de principe. Des élections législatives et provinciales sont organisées en mai 1960. Patrice Lumumba, leader du mouvement national congolais, devient Premier ministre. Et Joseph Kasavubu, président. À sa plus grande surprise. Que je ne m'y attendais pas. Le 30 juin 1960, le roi Baudouin débarque à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Il assiste aux cérémonies officielles de l'indépendance. L'accueil reste chaleureux, malgré le discours du Premier ministre Lumumba qui épingle devant le roi les dérives de la colonisation belge. Mais dans les rues, c'est la fête, on danse au rythme d'indépendance cha-cha.
Mais très vite, les choses se gâtent. Le 5 juillet, une mutinerie éclate au sein de la force publique à Léopoldville. Le commandant belge, Emilian Sens, a déclaré publiquement « Après l'indépendance, tout sera comme avant ». Sous-entendu, les Belges resteront toujours maîtres à bord. Une grossière erreur. Les militaires congolais de la force publique se révoltent. La violence s'installe dans la capitale. Les Belges sont victimes de brimades et d'exactions. Leur sécurité n'est plus assurée. En Belgique, ces événements suscitent l'émoi, la crainte et la peur. À Bruxelles nationale, les rapatriés du Congo sont attendus avec impatience par leurs familles inquiètes. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui débarquent. Les hommes sont restés sur place pour protéger leurs biens ou pour assurer le fonctionnement des entreprises et des institutions. Tous espèrent que le calme va revenir et qu'ils pourront regagner le Congo. Mais la situation se dégrade de jour en jour et le gouvernement décide d'envoyer ses troupes sur place pour protéger les colons belges menacés. À la fin du mois de juillet, la province du Katanga fait sécession. En août, c'est la province du Kasaï qui proclame son indépendance. Rien ne va plus, le pays explose. Le Congo est devenu un enfer incontrôlable. On fait appel aux casques bleus de l'ONU. Les forces belges sont rappelées. L'armée congolaise prend le pouvoir et le premier ministre Lumumba est destitué. Les choses se précipitent. Patrice Lumumba est faussement accusé de corruption et de sympathie communiste. Sur ordre du président Kasavubu, il est arrêté et jeté en prison sous les yeux d'un certain colonel Joseph Mobutu. Le 17 janvier 1961, Lumumba est exécuté, sommairement. Son assassinat soulèvera un flot de questions très embarrassantes pour les autorités belges. Il faudra attendre près d'un demi-siècle pour qu'en 2001, une commission parlementaire reconnaisse la responsabilité morale de certains membres du gouvernement belge dans cet assassinat. La Belgique, elle, va vivre une période étonnante que l'on a appelée Golden 60s, des années d'or pour la croissance. Le niveau de vie de la classe moyenne belge augmente considérablement. On a de l'argent et on va le dépenser. Les mentalités changent aussi. Désormais, les jeunes filles se maquillent au grand jour. On commence à se préoccuper de l'image qu'on donne de soi. Normal, les loisirs prennent de plus en plus de place, il faut leur consacrer du temps. Et pour être dans le vent, c'est-à-dire branché, il faut aller s'éclater dans les discothèques à la mode. La jeunesse devient un groupe social à part entière. Elle va consommer des vedettes, des stars, des magazines, et de la musique yéyé. Mais aussi des émissions de radio comme Salut les copains, une référence incontournable. Salut les copains. C'est une émission de Daniel Philippaki. Ça n'a pas changé, bien sûr. Mon idole, c'était Daniel Philippaki. Il y avait deux émissions phares sur Europe 1. C'était pour ceux qui aiment le jazz avec Franck Thénault le soir et Salut les copains. Alors moi, j'arrive et comme on me laisse faire, ben, évidemment, je m'inspire de Salut les copains, il n'y a pas de secret. En plus, j'étais complètement influencé par les radios pirates anglaises ou hollandaises comme Veronica ou Caroline pour la Grande-Bretagne. Et donc, d'emblée, je fais un programme qui est rock, qui est anglophone, qui est anglo-saxon. Or, tous les fans qui écoutaient Salut les copains, ils écoutaient Eddie Mitchell, Dick Rivers, Les Chats Sauvages, Johnny Hallyday. Éric Saint-Laurent, j'ai cru à mon rêve. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que sur Formule J, ils entendent des titres, mais en originaux. Ah, très bien, mon vieux. En pleine forme. Bon, je ne sais pas lequel d'entre vous parle. Christopher, comment vas-tu? Mets ton petit popum là, ça va être formidable. La musique anglaise inonde la France et la Belgique, avec les Beatles, bon chic, bon genre, et les Rolling Stones, rebelles. Quand les
Les Stones font escale à Bruxelles, c'est un événement. Les fans ont fait le déplacement, comme toute la presse d'ailleurs. Le rock est un véritable phénomène de société. Quant aux chanteurs belges, ils jouissent eux aussi d'une belle popularité. Mais le plus grand, c'est incontestablement Jacques Brel. Il est au sommet de la gloire quand il fait ses adieux au public, à l'Olympia de Paris, puis au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Nous sommes en 1966. Brel quitte la scène. Dans les stades, le public encourage aussi les athlètes belges, comme Gaston Roulans, recordman mondial du 3000 mètres haies. Les cyclistes sur piste, comme Patrick Sercu ou encore Serge Reding, au poids et haltères, médaille d'argent à Mexico. Le sport belge est au mieux de sa forme, dans toutes les disciplines. La Belgique, petit pays qui sort régulièrement des grands champions, avec une très belle vitrine, évidemment. Ce sont des sportifs qui ont souvent été invités à l'étranger, qui se sont produits aussi dans des grands championnats, qui étaient là, lors des grands championnats, qui gagnaient, être là le jour et l'heure, c'est important. Et généralement, ils ont tous répondu à l'attente. Et certains bondissent hors du lot. C'est le cas de Joël Robert, un carolo qui s'est fait tout seul, un géant du motocross international, 6 fois champion du monde en 250 cm3. Oui, le voilà qui sort de sa voiture, Jackie X. Salut Jackie, une carrière remarquable et un talent précoce. Sa première victoire, il l'accroche à 21 ans. X remportera 8 grands prix de Formule 1 et 6 fois les 24 heures du Mans. C'est Monsieur Le Mans. Et enfin, notre Eddy Merckx, national, hors catégorie, le champion des champions, un palmarès à couper le souffle. Je crois qu'on ne sait plus très bien quoi dire aujourd'hui d'Eddy Merckx. Il est encore dans l'actualité en permanence. C'est un phénomène à part, évidemment, un athlète comme on en trouve très rarement, un palmarès exceptionnel, quelqu'un qui gagne 525 courses sur 1950 participations. À ces courses, ça fait plus d'une course sur 3. C'est assez extraordinaire, on connaît son palmarès. C'est un athlète d'exception. Je crois qu'il faut le mettre à part. Pour moi, ça ne change absolument rien. Sur le cours de l'heure, pour moi, c'est une très grande satisfaction. C'est au cours des années 60 que les femmes ont clairement affirmé qu'elles valent bien les hommes. On le savait depuis longtemps, nous, mais faisait semblant de rien. Les femmes revendiquent une égalité qu'elles n'ont toujours pas. Et pourtant, elles changent les femmes. Désormais, on les retrouve dans des métiers autrefois réservés aux hommes. Parce que le bien-être, il faut le gagner. Les Golden 60, c'est aussi évidemment la société de consommation, c'est le plein emploi, donc elles trouvent du travail assez facilement et les femmes travaillent de plus en plus. Alors elles ont toujours travaillé, on le sait, mais là elles travaillent de plus en plus parce que si un couple veut s'offrir les biens de consommation, veut s'offrir des vacances, veut payer des études à ses enfants, mais il est de plus en plus obligé à travailler tous les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme travaillent et donc ça paraît évident de plus en plus que la femme travaille. Les patrons engagent des femmes, d'accord, mais pour un même travail, ils les payent moins que les hommes. Injuste et révoltant pour les ouvrières de la Fabrique nationale de Herstal qui partent en grève en 1966 avec un mot d'ordre. À travail égal, salaire égal. Mais il y a une image qui colle toujours à la peau des femmes. Celle de femmes objets qu'on exhibe sur les podiums. Au début des années 1970, les féministes vont marquer un grand coup. Le Front de libération des femmes qui vient de se former à Bruxelles va en fait engager une de ses membres, une étudiante en psychologie, pour participer au concours. Et en plein concours, elle va jeter son numéro et elle va crier « Les femmes ne sont pas du bétail ». Et évidemment, dans la salle, il y avait des complices qui vont distribuer des tracts montrant des femmes représentées en morceaux de quartier de viande comme du bétail. Donc évidemment, il y a aussi une critique de cette image de la femme. La presse va relayer cette manifestation, évidemment,
de manière très forte, et donc ces concours vont être très critiqués. Et jusqu'à nos jours d'ailleurs, les gens qui créent ce concours, qui font ce concours, ont toujours très peur que cela se reproduise, mais ça ne s'est fait qu'une fois. Je crois que ça ne peut se faire qu'une fois, évidemment. Cette société de consommation attire de plus en plus de monde. Mais la magie des grands magasins, parfois, peut être un piège. Une colonne de fumée noire monte dans le ciel de Bruxelles. Nous sommes le 22 mai 1967. Il est 13h30. L'innovation rue Neuve est en flammes. À cette heure-là, c'est l'affluence. Quand le feu se déclare, les clients et le personnel cherchent les issues de secours. Elles sont introuvables. Aucun plan d'évacuation n'est prévu. C'est la panique absolue. 20 minutes après le premier appel qui avait eu lieu à 13h35, je crois, l'innovation était un véritable brasier. Donc toutes les personnes qui étaient encore à l'intérieur, c'était fini, quoi. Le feu se propage à une vitesse folle. Les bâtiments ne résistent pas. Sur le coup de 15 heures, une partie de l'immeuble s'effondre dans la rue Neuve. Les souvenirs de ce drame sont toujours très vifs dans la mémoire des sauveteurs. Des personnes accrochées aux fenêtres, des cris épouvantables, des personnes qui se jettent dans le vide malgré l'arrivée des pompiers, l'énervement des hommes se trouvant devant une situation tout à fait impossible. 325 personnes ont perdu la vie dans cet incendie. C'est la catastrophe la plus meurtrière du XXe siècle en Belgique. Les causes du sinistre restent indéterminées. Il n'y a pas eu de procès, donc pas de responsable. Entre 1966 et 1968, la ville flamande de Louvain et son université catholique tiennent l'actualité en haleine. Il y a toujours des facultés et des étudiants francophones à Louvain, mais les Flamands n'en veulent plus. La Flandre est unilingue, comme le précise la loi. Les pressions politiques flamandes et la volonté de se débarrasser des sections francophones sont de plus en plus évidentes. Les autorités religieuses responsables de l'université sont ridiculisées par les étudiants qui les accusent de mollesse. Quand l'évêque de Bruges prend position pour le peuple flamand, comme il le déclare, la scission est inéluctable. Dans les rues de Louvain, les manifestations sont quotidiennes. De véritables batailles rangées opposent flamands et wallons. Wallenbuiten, les wallons dehors. Leuven-Vlaams, Louvain flamand. L'affaire de Louvain fera chuter le gouvernement. Les catholiques francophones déménageront leur université à Louvain-la-Neuve. Les événements de Louvain vont montrer d'abord qu'il y a effectivement désormais au moins deux peuples dans ce pays. Et même s'il y a un passé commun qui remonte bien au-delà de 1830, il est évident que chacun va vouloir, chaque communauté linguistique va vouloir mener sa propre course. Et je dirais d'une certaine manière que les Flamands n'avaient pas tout à fait tort lorsqu'ils réclamaient plus d'égalité, plus de justice, dans la mesure où dans les premières années du pays, c'est la bourgeoisie francophone, y compris celle de Flandre, qui dominait le pays et qui faisait tout uniquement dans la langue de Voltaire. Et donc, quelque part, il est clair que les Flamands avaient le droit de revendiquer une certaine égalité de droit dans l'expression de leur langue. Mais en même temps, ça sentait quand même un tout petit peu aussi la revanche de la communauté qui était désormais la première dans le pays. Évidemment, la Wallonie était en crise, la Wallonie industrielle était en crise, et donc c'est d'une manière un peu pour les Flamands de s'affirmer. La manière dont ils l'ont fait est peut-être critiquable, effectivement, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions. La crise de l'université de Louvain s'inscrit dans la période d'affirmation du mouvement flamand. D'ailleurs, plusieurs années auparavant, les bourgmestres avaient déjà défilé à Bruxelles pour exiger leur autonomie culturelle. Dans les administrations, on doit parler la langue de la région et Bruxelles doit être limitée aux 19 communes.
c'est que la Flandre redoute l'expansion francophone qu'elle a connue dans le passé. Flamingant et Wallingant ne se parlent plus qu'avec les poings. De leur côté, les Wallons défendent les Fourons, village à majorité francophone, enclavé en territoire flamand depuis 1962, date à laquelle la frontière linguistique a été fixée. C'est l'époque noire des combats communautaires. La Belgique est au bord de l'éclatement. Elle sera redessinée en 3 régions et 3 communautés. Est-ce qu'on ne viendrait pas de signer l'arrêt de mort de la Belgique? On peut se poser la question. Et d'ailleurs, beaucoup de Belges se demandent comment le pays peut encore rester uni. Comment le roi va réagir, s'il va plutôt pencher vers le nord ou le sud. Bref, est-ce que le roi est toujours belge? Il a cru à l'idée d'une Belgique unie, d'une Belgique qui s'entendrait parfaitement entre ses dimensions communautaires et qui a tout mis en œuvre pour le faire. Il est clair que dans les premières années des lois linguistiques, des législations linguistiques, le roi n'est pas du tout favorable à ces législations linguistiques et n'y viendra que sur le tard. Baudouin sait qu'il règne, mais ne gouverne pas. Il conserve pourtant la liberté de rencontrer qui il veut. Les travailleurs dans les entreprises, par exemple. Le roi s'informe. Son influence repose sur le respect, la dignité et l'attention. Des valeurs qui ne laissent aucun Belge indifférent. En cas de coup dur, le roi est là pour faire tout simplement ce qu'il faut faire. Parler, comprendre, réconforter. En français ou en flamand. La bienveillance discrète de Baudouin est une de ses grandes qualités. Partout dans le monde, la population l'accueille avec enthousiasme. Aux États-Unis, Baudouin et Fabiola reçoivent un véritable triomphe. Étonnant pour les souverains d'un si petit pays. Cet accueil chaleureux, le couple royal le reçoit dans le monde entier. Depuis le début de son règne, comme ici au Congo en 1955, et jusqu'à la fin, Baudouin incarnera l'image de la Belgique à l'étranger. Pendant ce temps-là, les promoteurs immobiliers massacrent Bruxelles avec l'accord des autorités. Foudroyante comme la mort subite, la destruction de Bruxelles porte un nom, la bruxellisation. La bruxellisation fait référence à cette période des années 50 à 70 où on a cassé de manière déconsidérée, sans discernement, sans culture, sans représentation de l'évolution architecturale sur le long terme, sans souci de préserver quoi que ce soit. On casse pour reconstruire et bruxellisation, c'est vraiment le sort tragique d'une ville du Moyen-Âge, parce que finalement la Bruxelles était quand même, en tout cas le centre-ville, avait encore gardé ses structures, cette volonté de raser pour reconstruire du moderne. Bruxelles a donc perdu une bonne partie de son charme. Les assassins urbains n'ont pas été inquiétés et la vie quotidienne des quartiers de Bruxelles reprend avec résignation. Bien sûr, ce n'est plus tout à fait comme avant, mais comme on dit chez nous, il n'y a pas d'avance, il faut faire avec. Il faudra aussi faire avec l'idée que la Belgique unitaire, c'est bien fini. On a fait une croix dessus en 1970 quand le Premier ministre Gaston Eskens a prononcé cette phrase, restée célèbre. La Belgique de papa est morte. En prononçant les paroles apocryphes, car c'est pas ainsi qu'il a dit, la Belgique de papa est morte. Mon père disait qu'il fallait tourner la page, que notre société était profondément différente, qu'elle avait changé de fond en comble, qu'il fallait penser aux nouvelles générations. Penser aux nouvelles générations, sans doute, mais n'en reste pas moins que ces nouvelles générations vont se lancer à corps perdu dans une consommation sans frein. Il y aura bientôt une voiture par ménage, et parfois 2. On gaspille le pétrole, en veux-tu, en voilà, sans imaginer qu'un jour, il n'y en aura plus.
Et justement, on commence à se rendre compte que les ressources naturelles s'épuisent et que la Terre, notre bonne vieille Terre, nous lui devons le respect. Nous allons recevoir une belle leçon. Un beau dimanche matin, la Belgique se réveille dans le silence. De loin en loin, parfois, une sonnette de vélo. Mais sur les routes et les autoroutes, plus aucune voiture ne roule. Que s'est-il passé? Vous le saurez bientôt. À la semaine prochaine et bonne soirée sur la Une.